Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine avec Floride. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois un personnage qui va nous parler de la situation de nation à travers un bouquin très intéressant que vous allez découvrir au cours de cet entretien. Il s'appelle Pasteur Silas Mimile Makangu, qui est notre invité. Bienvenue, pasteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Floride. Alors, je rappelle que vous êtes homme d'affaires, vous êtes conférencier, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui dont nous parlerons aujourd'hui, évidemment, président de la Pastoral Leadership Conference, qui est un réseau qui réunit les serviteurs de Dieu en République démocratique du Congo. Pasteur Silas est également double doctorant en politique internationale et management stratégique et opérationnel. Voilà. C'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, mais nous allons faire le point essentiellement sur ce livre, Bâtisseur des nations, émergence d'un collectif, émergence plutôt d'un leadership collectif, un livre qui répond aux problèmes des nations, les problèmes réels des nations. Les éléments de réponse sont ici. Nous allons évidemment le décrypter avec vous. Alors d'abord, la question que j'aimerais vous poser, la toute première d'ailleurs, c'est l'intitulé de ce livre, Bâtisseur des nations. Pasteur, pourquoi avoir intitulé ce livre Bâtisseur des nations? Merci Floride, je me permets de saluer vos téléspectateurs. Alors, il faut dire que, partant de la genèse de ces livres, j'ai eu l'inspiration d'écrire, ou j'ai eu à cœur d'écrire ces livres après mon tout premier voyage en Inde. Lorsque je visite pour la toute première fois la ville de Mumbai et de Bangalore, j'ai été presque désillusionné, excusez-moi, quand je vois la cohabitation à la fois entre la prospérité ou l'émergence de l'Inde, mais aussi la précarité qui caractérise sa classe ouvrière. Et j'ai tenté de me poser des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'en un temps aussi court, que l'Inde parvienne à sortir de cette Inde qui ressemblait à un village, à une poubelle pour s'ériger en puissance économique et même scientifique? En me posant la question, je me suis rendu compte que l'Inde a eu la chance, le bonheur d'avoir en son sein un minuscule groupe, ce qu'on appelle généralement l'élite. L'élite. L'élite, ce sont ceux-là que j'appelle les bâtisseurs. Pourquoi bâtisseurs? Parce que l'émergence d'une nation, son développement ou sa prospérité ne peut pas être pensé ou conçu comme étant un miracle ou encore quelque chose qui arrive avec le concours des circonstances, quelque chose qui arrive avec le temps. Donc, si une nation devient émergente, si une nation devient puissante, c'est parce que simplement il y a eu un groupe de personnes qui ont décidé, non pas seulement de prier pour cette émergence, mais ils ont élaboré, ils ont mis en place un programme comme le font les architectes, comme le font les bâtisseurs. Et voilà pourquoi je parle de bâtisseurs des nations. Ce sont ces hommes et ces femmes, membres d'une communauté, mais qui estiment avoir reçu, de par leur parcours, de par leur cursus académique, de par des talents qu'ils ont reçus du bon Dieu, ils estiment qu'ils ont plus que les autres. Et ils décident de ne pas pleurnicher pour les mêmes causes que les autres. Ils décident de ne pas se plaindre pour les mêmes raisons dont se plaignent les autres, mais décident de s'ériger en un groupe qui devient la solution au problème de la majorité. Donc le déclic est parti à partir de l'Inde. Le déclic est parti à partir de ces voyages en Inde. Alors, je vais prendre un peu la page, je crois que c'est la page 19, vous l'aviez dit, en parlant évidemment des bâtisseurs de la nation. Vous dites, il est important de noter qu'une nation se développe pas parce que Dieu est descendu sur terre. Non. Elle se développe lorsque une élite consciente, active et prête à sortir de la misère et à travailler pour la prospérité collective. Vous continuez en disant, la minorité élitiste est l'architecte du futur, l'artisan de la Renaissance nationale. On la comparerait à une aiguille, tandis que le reste de la population correspondrait au fil, de sorte qu'où passe l'aiguille, le fil suivra également. Un extrait très intéressant. Alors, il y a la pensée populaire aujourd'hui qui estime que la prospérité, le développement est également le fruit de la prière. Et vous cassez ce courant d'idées. Oui, je les casse parce que je m'inspire aussi de la Bible. Nulle part dans la Bible, je vois une prospérité arriver dans une partie de la terre simplement parce que Dieu est descendu. Mais c'est simplement parce que ceux qui croient en Dieu ont aussi
appris à croire en eux-mêmes. Ils ont réussi à croire au potentiel et aux ressources que Dieu leur a données. Mais encore, la preuve qu'ils croient en Dieu, c'est lorsqu'ils regardent Dieu comme étant les managers à qui l'on devra finalement rendre compte, en se disant qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné comme ressources, comme espace, et ainsi de suite. Donc, croire qu'une nation se développerait parce que l'on prie beaucoup relève d'une utopie religieuse. Et malheureusement, la plupart des pays africains et la plupart des pays du tiers-monde baignent encore dans cette illusion. D'où la preuve aujourd'hui. Vous regardez les pays qui avancent, qui connaissent une certaine stabilité sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la géopolitique et même sur le plan de l'éducation, semblent être les pays qui fréquentent le moins les églises, contrairement aux églises où la prière a été érigée comme une certaine profession. La religion n'a rien à voir. La religion n'a rien à voir. Je parlerai plutôt de la spiritualité. De la spiritualité. Il y a beaucoup à voir. Oui. Pourquoi? Parce que le problème avec nous, Africains, et généralement notre spiritualité, c'est que notre spiritualité est très mal fondée, est très mal orientée. Pourquoi? Parce que nous croyons en un Dieu qui fera pour nous ce que les autres ont fait par eux-mêmes. Or, aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, Floride, il n'y a aucun peuple sur la terre qui pourrait sous-traiter Dieu. Dieu a donné à chaque peuple un espace, il leur a donné des ressources. Même ceux-là à qui Dieu n'a pas donné des ressources ont réussi, entre guillemets, à corriger l'injustice de Dieu par le travail. Je prendrai l'exemple d'un pays comme l'injustice de Dieu. L'injustice de Dieu, entre guillemets. Entre guillemets. Vous prenez l'exemple du Japon. Vous avez cité le Japon dans le livre également. Qui n'a presque rien à part les tremblements de terre et les eaux. Mais regardez aujourd'hui, le Japon a développé son savoir. Parce qu'on dit d'un peuple qu'il est intelligent, non pas parce qu'il a autant d'universitaires ou d'universités. On dit d'un peuple qu'il est intelligent parce qu'il a d'abord l'intelligence de son espace, il a l'intelligence de ses ressources, et il a l'intelligence de son époque. L'intelligence de son espace, c'est-à-dire que nous soyons conscients de ce que cela représente que d'habiter dans un espace comme celui-ci. Comme le potentiel, par exemple. Comme le potentiel. De la RDC. De la RDC. Mais c'est quand même paradoxal pour nous de prétendre bien connaître Dieu et ne pas connaître les potentiels que Dieu nous a donnés. Aucune institution supérieure qui enseigne sérieusement sur le pétrole, sur les gaz, sur les diamants et ainsi de suite. Aucune institution sérieuse qui enseigne sur l'hydrographie. Et pourtant, Dieu nous a bénis abondamment en termes de cours d'eau. C'est ça l'intelligence de l'espace. L'intelligence de ces ressources. Qu'est-ce que nous avons? Avons-nous suffisamment d'ingénieurs congolais qui maîtrisent non pas seulement l'étendue de la forêt équatoriale, l'espace qui nous revient, mais aussi qui maîtrisent la diversité qui constitue cette forêt équatoriale? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons même dans les traités internationaux pour négocier sur le bassin du Congo, sur la forêt équatoriale, sur nos ressources, ainsi de suite, vous remarquerez que les plus belles informations viennent des autres et non pas de nous. Que de nous. Ce qui signifie, nous avons de l'espace, nous avons des ressources. Mais nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons pas l'intelligence. Or, il y a une théorie qui dit que quand vous ne connaissez pas ce que vous avez, vous n'êtes pas différent de celui qui n'a pas. Prétendre avoir ne suppose pas simplement l'avoir dans son sol ou dans son sous-sol. Mais avoir quelque chose, c'est plutôt connaître ce que l'on a en l'identifiant, en savant comment l'extraire, en sachant comment l'extraire, en sachant comment les transformer, en sachant comment les vendre ou les changer, et en sachant comment aussi penser après, à l'après-exploitation. Parce que toutes ces ressources ne sont pas des ressources éternelles. Demain, on pourrait se rendre compte que le cuivre fini, on pourrait se rendre compte... Même le cobalt. Aujourd'hui, on ne parle plus du caoutchouc comme autrefois. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'huile de palme comme autrefois. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que les diamants... Donc, toutes ces ressources existent. Mais ces ressources n'existeront pas pour toujours. Alors, le peuple est intelligent lorsqu'il a la maîtrise de ses ressources. Mais aussi lorsqu'il a développé une intelligence capable de vivre sans ces ressources, une fois que ces ressources seront épuisées. Très bien. Alors, Pasteur, vous avez parlé aussi du leadership collectif. Il est le sous-thème, sur-titre ou sous-titre que je vois ici, émergence d'un leadership collectif. Voilà. Pourquoi ce sous-titre? Eh bien, évidemment, comme vous l'avez dit au départ, que j'aime bien casser, j'aime naviguer à contre-courant. Oui. Pourquoi leadership collectif? Parce que malheureusement, l'Africain jusqu'à présent croit encore au leadership messianique. Il croit à l'avènement d'un homme providentiel, un homme tellement talentueux, un homme tellement charismatique
qui, à lui seul, pourra résoudre tous les problèmes de la communauté. Ça, c'est encore une véritable illusion. Le leadership collectif, c'est ce leadership pluriel, dans lequel l'on ne voit pas que l'homme politique comme étant le messie, mais dans lequel l'on voit un leadership pluriel, complexe et hétérogène, où chacun de nous joue sa partition partant de son domaine de prédilection, partant de son savoir-faire, partant de la vision qui est la sienne, mais pour converger tous vers une prospérité collective. C'est-à-dire, l'on cesse de regarder, l'on cesse d'attendre l'avènement d'un nouveau gouvernement pour mettre fin à nos problèmes. Parce que l'on croit que ce n'est pas de super ministre qui mettront fin à nos problèmes si le professeur à l'université ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas le ministre ou le président de la République qui va finir la précarité ou la pauvreté si l'acteur culturel ne fait pas comme il se doit son travail. Donc c'est la conjugaison des efforts de tous les citoyens, tous ceux qui sont censés être modèles, tous ceux qui ont reçu du bon Dieu un talent qui le mettent en évidence, devraient travailler pour créer cette synergie. C'est ce que j'appelle le leadership collectif. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ne sont pas ce qu'ils sont simplement parce qu'ils ont eu George Washington, parce qu'ils ont eu Roosevelt, parce qu'ils ont eu Obama et autres. C'est aussi les pays de ces grands industriels, de Carnegie, de Henry Ford. C'est aussi les pays de ces grands scientifiques, de Thomas Hobbes consort, de Brzezinski, Henry Kissinger. C'est aussi les pays de Michael Jackson. C'est aussi les pays de Michael Jordan. Donc, chacun dans son domaine. Ceci amènerait notre élite politique à être un tout petit peu déchargée et à avoir une répartition équitable en termes de charges, de vocation et de responsabilisation. Mais dans ce cas, où mettez-vous la loi Pareto dont vous avez parlé, ou dans un pays, oui, vous avez une minorité élitiste qui contrôle tout, qui contrôle toute la richesse pour gérer la nation? Malheureusement, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque au Congo et ce qui manque à la plupart des pays qui pataugent encore dans la pauvreté. Oui. Simplement parce que tout le monde se plaint des mêmes problèmes. On ne sait pas qui doit aider l'autre. La loi de Pareto, lui, Pareto, ce professeur italien, ce professeur d'économie, sa loi voudrait assez que le 20% des efforts fournis produisent 82% des résultats attendus. Ce qui suppose que pour que le Congo sorte de sa précarité, sorte de la domination qu'il est en train de subir même aujourd'hui, il ne faudrait pas simplement demander l'implication de la société tout entière, mais d'abord l'implication de cette minorité élitiste. Et pour que cette minorité s'implique, il faudrait d'abord que cette minorité soit consciente de sa responsabilité. Une responsabilité que je dirais presque vocationnelle. En fait, c'est pour ça qu'on est élite. On n'est pas élite pour pleurer avec les autres. On est élite pour résoudre les problèmes. Apporter des solutions. Apporter les solutions aux problèmes des autres. Oui. Mais malheureusement, nous avons avec nous une élite irresponsable. Où l'homme politique pense qu'on va à la politique pour s'enrichir. Où le professeur d'université pense que l'essentiel, c'est de détenir une thèse ou encore un statut de professeur. Et c'est fini. Et c'est fini. Où les journalistes que vous êtes pensent que le but des médias, c'est de se faire autant de vues. Ou un nom. Ou un nom. Où l'acteur culturel et le musicien pensent que le but, c'est de jouer dans telle arena ou consort. Voyez-vous? Oui. Donc, nous sommes presque dans une inconscience collective. Nous qui constituons l'élite, nous qui sommes censés être bâtisseurs, quoi de plus normal que le peuple dérange le bon Dieu, comme si le bon Dieu n'avait pas déjà donné à ce peuple une réserve stratégique. Et c'est quoi la réserve stratégique que Dieu a donnée au peuple? C'est son élite. Mais quoi faire d'une élite inconsciente, une élite irresponsable, une élite qui veut baigner dans la légèreté, une élite qui pense que les choses changeraient au fil du temps, une élite qui pense que la discipline serait une sanction et pourtant la discipline devait être une deuxième religion pour cette élite. Mais alors, en parlant de votre titre, il faut parler des bâtisseurs des nations, oui. Les nations en général. Mais à votre avis, docteur, quel est le problème de l'Afrique? Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, oui. Parce qu'il y a une élite. Oui. Pourquoi l'Afrique, de façon générale, ne s'en sort pas? Je donnerai 3 raisons qui font à ce que l'Afrique continue à être là où elle est en dépit de ces 60 ans aujourd'hui d'indépendance. Première chose, l'Afrique n'a pas réussi à se démarquer, à divorcer
des tares qu'elle a héritées de l'héritage. Au fait, l'Afrique a pensé que la politique de la décolonisation ne pouvait être résumée qu'au départ du colonisateur. Je vais vous dire une chose, une vérité. Vers les années 1880, l'Angleterre avait un premier ministre, Benjamin Disraeli, oui, à l'époque de la reine Victoria. La reine Victoria, alors qu'on louait l'Angleterre pour la grande puissance planétaire qu'elle était devenue, a quand même eu quelques inquiétudes. Elle pose la question au premier ministre Benjamin Disraeli, mais si jamais demain les pays colonisés se vengeaient contre nous? Écoutez la réponse. Il dit, non, Sa Majesté, nous allons mener les choses de telle manière à ce que même quand nous partirons de chez eux, oui, qu'ils continuent à dépendre de nous. Pour dire que la colonisation a d'abord été Et ça, c'est arrivé. Malheureusement, il a eu raison. J'aurais souhaité qu'il ait tort. Mais aujourd'hui, 2 siècles après, il a raison. Pourquoi? Parce que la colonisation n'était pas d'abord une œuvre de contrainte ou de force, mais d'abord une œuvre intellectuelle. Ce qui signifie que la décolonisation ne devait pas être perçue comme le simple discours lu au Palais de la Nation par le roi de la Belgique et le président Kasavubu, mais devait plutôt nous mener à une rupture, okay, à une remise en question, comme l'a d'ailleurs dit le professeur Mabika Kalanda en 1967 lorsqu'il écrit son livre sur la remise en question. Voyez-vous, l'Africain n'a pas réussi à se départir. D'où le même Africain qui chante indépendance tcha-tcha, quelques années après, se bat pour aller vivre chez le colonisateur. Cherche à gagner la confiance du colonisateur. Pourquoi? Parce que le colonisateur avait réussi à s'aimer quelque chose qui allait pousser même à son absence. D'où à les maintenir dans le statu quo. La véritable indépendance, oui, dont l'Afrique a besoin, c'est d'abord une indépendance mentale, une indépendance intellectuelle. Deuxième chose qui a fait à ce que l'Afrique ne puisse pas décoller en dépit des ressources qu'elle regorge, c'est l'absence d'une bonne gouvernance. Vous savez, on peut tout dire. Même dans les pays où Dieu habite, quand il y a déficit de gouvernance, arrêtez, il n'y aura pas de développement. Même dans les pays où le diable habite, mais s'il y a une bonne gouvernance, ça va aller. Ça va aller. Donc, la bonne gouvernance suppose un management efficient, efficace, dans la justice, dans l'équité, des ressources que l'on a pour s'assurer que même le plus démuni, le plus faible en bénéficie. Or, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Et à chaque fois que l'Afrique va opter pour une nouvelle politique de gouvernance publique, c'est souvent du copier-coller. On veut prendre ce que les FMI et consorts vont nous imposer, nous l'adoptons. Pourquoi? Parce que nous voulons être des bons élèves d'équipe, de ceux-là qui nous ont colonisés hier. C'est vrai qu'on peut toujours s'inspirer, parce que même le colonisateur d'hier a été lui-même aussi quelque part colonisé. Oui. N'oubliez pas que les États-Unis ont été colonisés. Exactement. La Chine d'aujourd'hui a été colonisée par le Japon. Oui. Donc presque tous les pays du monde ont eu à connaître à une certaine période de leur vie la colonisation. Mais il y a eu les sorts. Il y a eu les sorts. Ils ont décidé de mettre en place une recette qui leur soit propre. Une recette qui tienne compte de leur réalité. Leur propre identité. Culturelle. Voilà. Leur propre identité. Leur culture, leur vocation, en tenant compte de leur espace, qui déjà même du point de vue climatique avait des grandes différences avec l'espace de ceux-là qui nous imposaient ou nous proposaient des recettes. Ça, c'est la deuxième raison qui fait c'est que... La troisième. La troisième, c'est que l'Afrique a du mal, de manière générale. L'Africain a du mal à faire une lecture stratégique du monde. C'est-à-dire quoi? L'Afrique ne va jamais vivre en autarcie. Le monde est monde parce que l'Afrique en fait partie, parce que l'Europe en fait partie, parce que l'Asie en fait partie. Et vous devez savoir aujourd'hui que le développement que l'Europe a connu aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux ressources que l'Afrique détient. Or, c'était les ressources que l'Afrique détenait hier. Aujourd'hui, l'on continue à découvrir d'autres ressources et l'Europe s'est dit aussi que son avenir repose sur les ressources que l'on découvre aujourd'hui. Exactement. D'où l'Africain doit apprendre à faire une lecture qui va au-delà de sa case. De sa cage, au-delà de son environnement pour dire que comment pouvons-nous trouver notre place dans le monde? C'est là où nous faisons appel à une intelligence géopolitique pour dire que ce que nous avons, le monde aura besoin de cela. Aujourd'hui, l'Afrique devient la réserve écologique de l'écosystème du monde et pourtant, cet Africain voudrait lui aussi prospérer grâce à son bois, grâce à sa forêt, grâce à ses eaux. Mais les autres vous disent, non, non, il ne faut pas utiliser cela de manière abusive. Pourquoi abusive?
Parce que nous sommes dans ce que nous sommes. Et aujourd'hui, l'Africain doit faire une lecture globale, une lecture géostratégique, tout en comprenant que ce n'est pas ma prospérité qui devrait condamner les Occidentaux, les Orientaux à la mort. Mais comment faire à ce que, tout en cherchant leur prospérité, que j'assure aussi ma survie et ma prospérité. Et c'est là où l'élite africaine, de manière générale, surtout l'élite politicienne, a failli. Absence d'une intelligence stratégique. Très bien. Alors, pasteur, je vais revenir sur l'élite. Quand vous avez également pris l'exemple, je crois que du Japon. Mais ici, l'introduction de votre ouvrage, Bâtisseur des Nations, il y a une écriture de la Bible que vous avez prise. J'essaie de me poser la question, pourquoi vous l'avez pris? Je vais essayer d'avoir des réponses, je vais la lire. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici je le livre, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Voilà. Pourquoi cette écriture, pasteur? Je pars de l'exemple de la Bible. Josué meurt, il n'y a pas, Josué ne laisse pas de successeur, mais les tribus d'Israël s'organisent entre elles et vont prier pour demander à Dieu comment est-ce que nous allons nous en sortir. Dieu leur dit, c'est Juda qui montera. Au fait, ici, la leçon, c'est que nous devons à un moment donné de la vie avoir de l'élégance, avoir de l'humilité. C'est-à-dire pour accepter que tout le monde ne va pas loger dans la même enceinte. Certains parmi nous sont beaucoup plus doués que nous. Plus éclairés. Plus éclairés, plus illuminés, plus intelligents, plus robustes, plus forts. Nous devons mettre... Ainsi, on a décidé Dieu. C'est comme ça que Dieu a décidé. En nous créant. En nous créant. Oui. D'où il faut faire très attention avec ces histoires de l'équilibre, équilibre. À un moment donné, nous devons accepter pour la prospérité collective que certains parmi nous reviennent, que certains parmi nous continuent à faire les choses. Soit là. Pourquoi? Parce que quand eux, ils sont là, quand lui est là, quand elle est là, tout le monde est servi. C'est formidable. On ne va pas demander à tout le monde d'aller dans la cuisine pour que tout le monde mange, sinon personne ne mangera. Mais on devait se rassurer que celui qui va à la cuisine sait préparer. Le meilleur d'entre nous. Il est le meilleur d'entre nous parce qu'il sait comment faire ses recettes, mais aussi il sait comment faire les dispatching pour que de manière équitable, personne ne dorme affamé. C'est ce qui nous manque malheureusement. Oh non, c'est aussi mon tour. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Une nation devrait fonctionner comme dans une équipe de football. Ça, vous l'aviez dit dans votre livre. Vous savez, Lionel Messi a obtenu presque 7, si je ne m'abuse, 5, je ne sais pas. Oui, Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone a accepté qu'en faisant de Messi le meilleur joueur du monde, nous continuerons à être le meilleur club du monde. Mais pourquoi le PSG ne peut pas le faire? Parce que personne ne veut laisser la place à l'autre. Neymar veut le faire, et Messi en y allant se rend compte qu'on ne le sert pas comme on le servait au FC Barcelone. Et Mbappé veut lui aussi en disant que c'est moi l'ayant droit, c'est moi le chouchou. Ainsi, au finish, l'équipe risque de perdre ou ne pas gagner. C'est ce qui nous arrive généralement. Oui. Qui d'entre nous va nous représenter? Quel est le prototype, quel est le profil de celui qui devrait nous représenter? Si c'est Floride qui remplit ce profil-là, écoutez, il vaut mieux que j'ai cette élégance de dire, pour Floride, en tout cas, je m'abstiens. Je ne vais pas concourir avec toi. Vas-y parce que j'estime que toi, tu as le profil. Pour représenter valablement le couleur. Une redevabilité. Oui. Et tu as à notre égard un devoir de redevabilité parce que tu ne vas pas pour le bonheur de ta famille biologique, tu ne vas pas pour allonger ton CV, mais tu y vas pour notre prospérité à nous tous. Voilà, très bien. Pasteur, il y a encore une autre chose. Il y a énormément de choses que j'ai tirées en lisant ce livre. Vous dites ceci. La plupart de crises que traversent les nations sont d'ordre politique, juridique, économique, culturel, mais vous avez mis un accent particulier sur la crise d'ordre humain. Oui. Pourquoi? D'ordre humain parce que c'est l'homme qui décide de la qualité des structures. C'est l'homme qui oriente la politique. Au fait, l'homme devient la ressource primordiale, essentielle et indispensable de tout développement. Les plus belles ressources qui puissent regorger
un espace géographique comme le Congo, ce n'est ni le coltan, ni les diamants, ni le cuivre. C'est d'abord l'homme congolais. Il faudrait le faire passer. Il est au centre de tout. Il faudrait le faire partir de l'individu congolais qu'il est pour en faire un capital humain. Et pour cela, le faire passer par ce rouage éducationnel, à la fois l'école, l'académie, l'université, mais aussi faire intervenir tous les autres acteurs, à l'instar des médias, à l'instar des églises, à l'instar de la culture, pour que nous ayons un homme adapté, un homme qui soit proportionnel aux défis auxquels nous faisons face. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire que l'homme congolais n'est pas à la hauteur des enjeux que connaît son pays. Aujourd'hui, l'homme congolais, peu importe le nombre. Vous le dites sans état d'âme, pasteur. Je le dis sans état d'âme et j'ai honte parce que moi-même, j'en fais partie. C'est-à-dire, nous n'avons pas été assez élevés. Nous sommes, comme dirait quelqu'un, presque des hommes inachevés. Forts peut-être que physiquement, mais faibles moralement. Forts peut-être que moralement, mais faibles intellectuellement. Faibles peut-être que spirituellement, mais faibles du point de vue relationnel, par exemple. Oui. Donc, cet homme dont il est question ici, c'est cet homme tout fait, l'homme intégral, un homme intègre, c'est-à-dire un homme bien structuré dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Un homme, pour qu'il devienne à ces niveaux, pour qu'il atteigne ces niveaux de maturation, il faudrait savoir qu'il faudrait que l'État ou la société repense l'école. Parce que l'école devient la première industrie qui nous fournit ces hommes-là. Les familles donnent à la nation des individus, mais c'est l'État qui décide de la nature qui devrait avoir ou devait être les hommes qui demain devaient prendre à bras le corps la destinée de leur nation. Très bien. Alors, pasteur, c'est pourquoi vous avez consacré tout un chapitre dans le livre qui parle essentiellement aussi de l'éducation, parce que vous estimez que l'éducation est à la base de tout. Ah oui. Tout part de là. Tout part de là et malheureusement, nous n'accordons pas assez d'importance à l'éducation. Vous avez d'ailleurs regretté le fait que certains pays africains accordent un budget insignifiant dans le domaine de l'éducation. Même quand on accorderait ces budgets insignifiants, mais en termes de matérialisation, d'application, est-ce que ce budget déjà insignifiant est matérialisé? Est-ce que la politique optée? Au fait, l'école devait être ce que j'appelle l'antichambre des casernes. Je vous donne un exemple. Pour un pays, par exemple, qui a 9 voisins autour de lui, de voisins au régime instable, ayant chacun d'eux une histoire de guerre, de coups d'État, ainsi de suite, c'est un pays qui devrait penser la paix comme une exception et la guerre comme une règle. Et pour cela, il faudrait dès le bas âge, dès l'école que je considérerais comme l'antichambre de la caserne, que l'enfant soit déjà préparé s'il faudrait se battre demain. À cette réalité-là. À cette réalité-là, il devait le faire. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions tropicaliser l'école, parce que nous l'avons regardé pendant très longtemps occidentalisée. C'est-à-dire une école qui correspond à notre contexte, une école qui correspond à nos besoins. Parce que c'est ça même, lorsque Jules Ferry, pense à l'école française, il dit que l'école devait être instituée pour résoudre les problèmes de la société et non pas l'inverse. Donc, on pense l'école pour que demain la société ne soit pas bloquée à cause de X ou Y problème, car l'enfant a déjà été équipé intellectuellement et moralement pour pouvoir faire face à ces problèmes et les résoudre de la plus belle manière. Et nous avons intérêt à repenser notre système éducatif, qui aujourd'hui est en inadéquation totale avec nos réalités. Qu'est-ce que nous devenons après l'école? Qu'est-ce que nous sortons de l'école? Qu'est-ce que nous sortons de l'université? Avec quoi nous sortons de l'école, de l'université, si ce n'est que les diplômes et le français? Que de diplômes du français. Voyez-vous? Mais par rapport aux problèmes que se pose la nation congolaise, il n'y a pas de solution, malgré les millions et les milliers. S'il n'y a pas de solution, cela suppose que notre cycle de formation a un problème. Ou est nul. Bon, je ne dirais pas trop nul pour ne pas être assez sévère. Mais je dirais quand même que notre cycle de formation a un problème. Oui. Pourquoi il a un problème? Parce que nous ne l'avons pas pensé suffisamment. Voyez-vous, nous sommes un pays de juristes, nous sommes un pays des économistes, et pourtant nous sommes un pays à reconstruire, à construire.
2 345 000 km. Moins d'ingénieurs. 400 ingénieurs. Le colonisateur construit de 1885 à 1960 presque 147 000 km². De 1960 à aujourd'hui, le Congolais n'a pas construit plus de 10 000 km². En d'autres termes, le colonisateur a plus construit en 70 ans que ce que nous avons construit en 64 ans aujourd'hui. Ce qui suppose quelque part, notre école ne nous forme pas pour transformer cette société. Et pourtant, c'est cela la vocation primaire de l'école. Former l'enfant. Quel type de formation, par exemple, il faudrait, par exemple, insister aujourd'hui sur la formation de l'ouvrier, de l'ingénieur. La Chine que vous voyez aujourd'hui, mon cher ami Floride, c'est un pays des ingénieurs. Même le président Xi Jinping est avant tout ingénieur. Donc, en Chine, vous rencontrerez un médecin, mais qui vous dit qu'il a aussi un diplôme en ingénierie. Oui. Parce qu'ils ont compris que s'il faudrait transformer l'espace naturel en ville, en métropole, il faudrait plus d'ingénieurs que simplement des juristes et consorts. Je ne suis pas contre les hommes de droit. Je ne suis pas contre les politologues, je ne suis pas contre les internationalistes, je le suis moi-même. Mais je pense que nous avons besoin d'avoir une école qui correspond à cela. Mais aussi une école où les diplômés d'État peuvent autant apporter à l'école, à la société que le ferait l'ingénieur ou bien le médecin. Oui. Pourquoi? Parce que ces diplômés d'État est allé se former davantage dans un centre de formation. Aujourd'hui, nous avons, comment on appelle ça, l'INPP et ainsi de suite. Et voilà pourquoi il ne faudrait pas politiser ces histoires-là. OK? Il ne faudrait pas que les nominations se fassent aussi sur base de la politisation. Bon, ce n'est pas vraiment intéressant. Vous en avez parlé aussi. Alors, pasteur, dans ce cas, on va vous laisser souffler pendant que moi je vais prendre ma question. Dans ce cas, vous avez parlé aussi du rôle de l'Église et des chrétiens. Et ce que vous dites, ça brise un peu les courants d'idées en République démocratique du Congo parce que vous estimez que le pasteur, les chrétiens, l'homme de l'Église peut aussi participer à la formation, au développement de son pays. Bref, vous dites qu'un serviteur de Dieu peut aussi faire de la politique. Et moi, en lisant ça, je me suis étonné. Parce qu'on nous a appris que la politique, c'est Satan. Eh bien, parce qu'on a justement voulu nous éloigner de la politique. La politique est amorale, mon cher ami. Il n'est ni immoral ni moral. Elle est amorale. C'est-à-dire, elle prend la coloration de la moralité de ce qu'il exerce. Donnez la politique aux hommes intègres, vous vous rendez compte que la politique est une affaire des hommes intègres et justes. Donnez la politique aux Kuluna, vous vous rendez compte que la politique a plus besoin de biceps que de cerveau. Donnez la politique aux escrocs, vous en comprenez plus que pour bien monter en politique, il faut mentir. Il faut faire les jaleno, il faut faire ceci et cela. Donc, cette politique ressemble à l'eau. Elle ne prend que la forme du récipient dans lequel on les place. C'est vrai, l'Église devrait rester apolitique. L'Église ne devait pas se mêler de la politique. Elle est apolitique. C'est pas contradictoire? Non, non. Expliquez-nous. C'est-à-dire, l'Église ne fonctionne pas comme un courant, un mouvement politique. Oui. L'Église, en tant que mouvement religieux, reste apolitique. Elle a des visées sociales, spirituelles. Mais n'empêche qu'un homme de Dieu, en tant qu'individu, parce que le fait pour moi d'être pasteur ou homme d'église, prêtre, ne m'enlève pas ma citoyenneté. En tant qu'individu, je peux émettre une opinion politique. Tout en étant serviteur de Dieu. Tout en étant serviteur de Dieu. Oui. Mais avant de le faire, je devais aussi me rassurer de ces 3 choses. Lesquelles? 3 conditionnalités. Première conditionnalité, l'homme de Dieu, l'homme religieux, qui veut intégrer, qui veut débattre sur les questions politiques, devrait d'abord se poser la question si ce qu'il veut dire ou résoudre ne peut pas être résolu partant de sa chair à l'église, partant de son pupitre dans la cathédrale. Est-ce que ce que je dis au niveau de mon homélie ne peut pas résoudre la question de la société, ou bien je dois certainement aller sur une plateforme politique pour le dire? Deuxième chose, c'est la question de la compétence. Est-ce que je suis assez équipé techniquement en termes de compétences pour dire, il ne faudrait pas que je dise quelque chose qui soit contraire à la raison et au bon sens. Sinon, je m'attire moi-même des
des critiques inutiles, et des ennuis, et je me démystifie. Exactement. Et pourtant, en tant que religieux, je suis déjà un des notables de la société. Donc, je ne voudrais pas descendre de mon piédestal en disant des bêtises. Voyez-vous? Et troisième chose, l'homme de Dieu devait comprendre que les réalités qui sont sur l'arène politique ne sont pas les mêmes. Quand on est dans le monde religieux, vous jouissez d'une certaine immunité. On vous protège. Papa Sango, le pasteur à qui l'on dit Amen. Mais sur l'arène politique, tous les coups sont permis. Donc, en se posant ces questions-là, l'homme de Dieu devrait normalement prendre distance de la politique, à moins qu'il estime qu'il a la vocation, à moins qu'il estime que ce qui se passe dans la société devient le contraire de ce qui est en train d'être dit dans sa religion. C'est extrêmement compliqué cette explication. C'est extrêmement compliqué. Ici, ce que j'aimerais encore appuyer, peut-être pour vous aider à mieux me cerner, c'est qu'on ne sait pas dissocier de manière générale la vie d'une nation de sa dimension spirituelle dans laquelle baigne, opère l'homme de Dieu. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Mais cela ne permet pas pour autant que l'homme de Dieu aille dire ce qu'il veut dire en politique, tout en disant que je suis encore sous ma soutane. Croyez-moi, dites Amen parce que je l'ai dit en tant qu'homme de Dieu. À moins qu'il dise, OK, je l'ai dit en tant qu'homme politique. Et s'il est dit en tant qu'homme politique, il devrait aussi accepter. Pour que l'Église ne devienne pas un lieu où l'on fait la politique, mais aussi que l'Église se protège pour ne pas devenir une caisse de résonance de ce que la politique dit. Or, malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Mais la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est quoi? C'est que nous sommes, constitutionnellement parlant, nous sommes dans un État laïque. Oui. Mais il faudrait aussi reconnaître que, sociologiquement parlant, nous sommes un État très religieux. Il y a beaucoup d'interprétations entre le monde religieux congolais et le monde politique congolais. D'où il faudrait aux acteurs d'un bord et comme de l'autre bord beaucoup d'élégance et de dextérité pour ne pas mêler les choses. Sinon, nous allons commettre de graves erreurs. Oui. Alors, pasteur, on a vu certains hommes des dieux qui avaient beaucoup plus de considération chaque fois qu'ils étaient encore sur la chair. Mais une fois pénétrés dans le monde politique, après, les pasteurs deviennent autre chose. Malheureusement. Je ne veux pas les citer. Je comprends. Je ne veux pas les citer. Je comprends. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Non, parce que je disais que la politique était amorale. C'est-à-dire que ceux qui exerçaient cette politique-là de manière générale ont atteint un niveau d'immoralité excessive. Donc, moindre rapprochement, vous sentez la chaleur, vous étouffez, et pour survivre, vous avez besoin de faire comme eux. Et en faisant comme eux, c'est un déni total de ce contre quoi vous avez prêché. Exactement. D'où l'on conseille aux hommes de Dieu de prendre une certaine distance. Mais ce qu'il faudrait aussi dire ici, Monsieur Floride, si cette politique peut être aussi immonde et aussi sale, cela suppose que c'est la société tout entière qui est sale. Donc l'homme de Dieu en tant que moraliste ne devrait pas non plus se taire. Il faudrait que dans ses prêches, dans ses sermons, dans ses enseignements, continue à enseigner aux enfants de Dieu pour qu'ils aillent à retourner sur le droit chemin. Sinon, ça ne sert à rien d'être dans une société polluée et prétendre que nous sommes l'église au milieu du village. Si ce village-là ressemble déjà à une pollution, ce n'est pas intéressant. Parce que l'homme de Dieu, en tant qu'église, a aussi un rôle à jouer. Comme le dit Matthieu chapitre 5, il est le sel de la terre, il est la lumière du monde. C'est-à-dire, face aux ténèbres, l'homme de Dieu doit devenir la lumière. Les chrétiens doivent devenir la lumière. Voilà pourquoi moi, je suis de ceux qui encouragent les chrétiens à aller faire la politique. Mais pas une politique politicienne, une politique apostolique. C'est-à-dire une politique où vous allez pour apporter les solutions et non pas résoudre vos problèmes de loyer et de minerval. Alors, vous avez aussi dit que Moïse, dans la Bible, serviteur de Dieu, prophète qu'il était, avait une double mission, une mission à la fois prophétique et politique. Oui. Je m'en étonne. Évidemment, parce que Moïse doit être à la tête d'une masse d'hommes, plus de 2 millions qui sortent d'un pays et Dieu l'établit pour être à la fois le prophète, c'est-à-dire qui prend de Dieu et qui donne au peuple, mais qui exerce aussi un management public parmi le peuple. Voilà pourquoi, quand une fois que Moïse sort de l'Égypte avec le peuple, la première des choses que Dieu donne à Moïse, vous savez c'est quoi? Ce sont les tablettes de la loi. Oui. Pour dire que Moïse comprenne qu'on ne peut pas gérer un peuple sans de bonnes lois.
Il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne justice. Raison pour laquelle Dieu donne d'abord à Israël les lois avant de lui donner un espace. Parce que même si vous avez un espace et que vous n'avez pas de loi qui régissent la vie sur cet espace, et que vous n'avez pas vous-même le respect aux lois que vous avez élaborées ou que vous avez votées, eh bien, il n'y a pas de vie. Ainsi, la Bible dit que la justice élève une nation. Mais lorsque l'on dit que la justice élève une nation, j'aime bien. Quelle est cette justice? Parce que ce qui peut sembler être légal n'est pas toujours juste. Vous savez, oui, quand Hitler tue les Juifs pendant la Shoah, c'était légal, mais ce n'était pas juste. Quand on organise la zarianisation, c'était légal, ce n'était pas juste parce que c'était un vol, un pillage national. Okay? Oui. Quand l'apartheid en Afrique du Sud, c'est légal, mais ce n'est pas juste. Donc, ce qui fait prospérer une nation, ce n'est pas la légalité, c'est la justice. Voilà pourquoi il faudrait à la fois des hommes forts pour défendre de bonnes lois, mais il faudrait aussi des hommes forts pour contrecarrer des mauvaises lois. D'accord. Alors, pasteur, au regard de toutes les matières traitées ici, nouvelles politiques, l'entourage d'un leader, cité des successeurs, l'apport de l'Église, tout ça, quel est votre regard en tant qu'homme des sciences sur la gestion, la gouvernance politique, économique de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Depuis 1960, nous n'avons pas été assez sérieux envers nous-mêmes pour apporter une gouvernance qui nous élève à la dimension de notre espace, à la dimension de notre pays. Nous sommes partis d'une indépendance presque ratée. La dictature arrive, le coup d'État, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'on s'ébat. Il faudrait aujourd'hui reconnaître les efforts qui sont fournis. Mais il faudrait aussi reconnaître que nous n'avons pas besoin de faire de l'apologie par rapport à ces efforts qui sont fournis aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas bons pour avoir mieux fait que celui qui a été hier, mais notre réalisation devait être jugée en fonction des enjeux. Jugée en fonction des enjeux nationaux, mais aussi internationaux. Notre gouvernance a souvent souffert. Pourquoi? Faute des acteurs qui n'ont pas été généralement assez équipés, mais aussi la gouvernance, parce que la gouvernance en somme c'est quoi? C'est une politique publique, ok? Dès lors qu'on a mal orienté, mal élaboré cette gouvernance, on ne peut pas s'attendre à des résultats mystiques ou miraculeux. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, avec les ressources humaines qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faudrait dire que dans l'histoire du Congo, on n'a jamais eu autant de technocrates et de techniciens qu'on a aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il nous faudrait une gouvernance qui surpasse les langages politiciens. Parce que les langages politiciens voudraient que recruter dans les partis, dans les regroupements ou dans la famille. Exactement. Or, en matière de gouvernance, pour un pays qui fait face à des défis aussi énormes comme le nôtre, il faudrait, dans le sens de notre leadership, surtout le leadership politicien, transcender les limites des accords politiciens. C'est compliqué. Eh bien, qu'est-ce que l'on veut? Imaginez, pasteur, on veut encore négocier avec, par exemple, M23. La négociation avec le M23 va aboutir encore à quoi? Ceux qui ont aidé le président lors de la campagne attendent qu'il soit déversé dans le gouvernement. S'il faut se défaire de ce système-là, c'est encore une complexité des problèmes. Je ne sais pas comment on va sortir de ce cercle vicieux. Ce cercle vicieux, il faut creuser pour sortir quand même. Sinon, le cercle vicieux devient un cimetière, une tombe pour la nation. Écoutez, c'est ici que le chef de l'État, en qui je crois énormément, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, doit s'élever au-dessus de tout groupement pour être au-dessus de la mêlée, pour ne plus être lié à aucun accord politique. Pas par déloyauté, mais par nécessité. On ne donne pas les manettes de l'avion à son ami simplement parce qu'il vous a aidé. S'il ne sait même pas comment piloter, comment conduire une voiture. Pour chaque fonction, il y a une technique, il y a une compétence requise. C'est ce que le monde hollywoodien appelle le smart casting. C'est-à-dire pour chaque rôle, il faut un profil approprié. Procéder à un recrutement rigoureux, non complaisant. Parce qu'on
peut accepter. C'est d'ailleurs ici que le leader devrait accepter de côtoyer un tout petit peu le monde de l'impopularité. C'est-à-dire naviguer dans le sens contre-courant. Contre-courant. Oui. Même si on ne l'acclame pas aujourd'hui, l'histoire va l'exhumer des mains pour dire ta place n'est pas parmi les hommes ordinaires. Ta place est dans les panthéons. Parce qu'au-delà d'être un simple président, tu t'es érigé en père. Et un père regarde au-delà de couleurs politiques. Ceux qui t'ont accompagné pendant la campagne l'ont fait parce qu'ils ont cru en ton programme, mais aussi ceux qui ont été contre toi ne sont pas toujours moins talentueux, moins patriotes, moins bons, moins disposés que ceux qui ont été avec toi. À un moment donné, il faut l'accepter, mon frère. Oui. Il faut accepter de s'imposer en disant, OK, je pense que pour ce poste ici, je vois que c'est tel qui est bon. Pourquoi? Parce que vous êtes tenu à l'obligation des résultats. Exactement. Un État, on ne le gère pas en tant qu'économiste, en tant que politicien. On ne gère pas un État en tant que politologue. L'État doit être géré comme étant manager. Et les managers, lui, on les juge en fonction des résultats. Il y a ceux à qui je fais confiance, mais il se fait aussi que ceux à qui je fais le plus confiance n'aient pas assez de compétences pour tel problème. D'où il faut le faire. Vous savez qu'il y a beaucoup de domaines pour lesquels les États-Unis d'Amérique coopèrent avec la Chine. Et pourtant, ce ne sont pas des potes. Oui. C'est Nelson Mandela qui, au sorti de sa prison, donne une garantie aux Blancs sud-africains qu'il n'y aura pas de représailles de Noirs contre eux. Et dans son gouvernement, vous remarquerez que c'est le premier gouvernement que Mandela dirige avec Thabo Mbeki. Regardez combien de postes clés. Même ceux qui lui ont fait du mal. Parce que il a compris c'est une question d'État. Et quand il est une question d'État, il ne faut pas d'état d'âme. Il faut plus de raisons que d'émotions. Il faut que la réflexion domine sur les réflexes. Il faut que ce qui est rationnel prenne le dessus sur l'émotionnel. Donc, même ceux qui m'ont fait le plus mal, comment je peux les gérer pour qu'ils ne soient pas nuisibles, mais que la nation bénéficie au moins de son savoir-faire? Mais pasteur, si vous pouvez être entendu ce soir au cours de cette émission par les dirigeants, par le président de la République, ce sera une grosse bénédiction pour le Congo. Merci, c'est vous qui le dites. Si, j'ai dit bien si vous pouvez être entendu ce soir. Pourvu qu'on nous écoute. Mais pasteur, pourquoi ne pas offrir ce livre, je ne sais pas, offrir aux membres du gouvernement? J'ai l'impression que la résolution des problèmes au Congo, c'est ça. Oui. Les 10 recettes, en toute modestie, sans trop de prétention, je réfléchis sur notre société. C'est pour ça que le premier chapitre, vous l'avez remarqué, est intitulé « Du tribalisme au patriotisme ». Parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est ces démons qui nous bloquent. Deuxième chapitre, vaincre les démons de la corruption. Le chef de l'État l'a dit. Oui. Il faut une lutte sévère, sans merci, contre la corruption. Aujourd'hui, on peut vanter qu'on a construit tel bâtiment. Moi, généralement, je n'acclame pas. Je ne suis pas ébloui par les constructions, par les infrastructures. Dites-nous combien on a dépensé pour cela et vous serez choqués. Qu'un bâtiment qui devrait en principe coûter 200 000 $, on vous dit qu'on en a décaissé dans les caisses de l'État des millions. Bon, pourquoi doit-on acclamer? Ce sont des éléphants blancs. Et dans ces livres, je dis, il faut vaincre. Et vaincre les démons de la corruption, il faut être sans merci parce qu'il faudrait accepter d'envoyer sa belle-sœur, son beau-frère, son fils, son grand-frère en prison. Ne fût-ce qu'à titre exemplatif. Je parle de l'école comme étant la meilleure prophétie d'une nation. Oui. On ne peut pas prédire ce que sera une nation dans l'avenir sans l'éducation. Sans l'éducation. C'est l'éducation qui décide ce que nous serons demain. Je parle de la justice. Je parle même d'un élément, je dis, créer un peuple marchand. C'est-à-dire, les chefs de l'État en parlent aujourd'hui, de l'entrepreneuriat. Il avait d'ailleurs promis de faire des millionnaires, des Congolais. Mais c'est ça l'idée. On ne crée pas des millionnaires en donnant des capitaux. On crée les millionnaires d'abord en mettant en place une culture, malheureusement culture qui nous fait défaut. Nous sommes un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui ne produit pas ce qu'il consomme. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de déjeuner, tout ce qu'il y a sur votre table est étranger. Vient de l'étranger. 14 banques privées ici, toutes étrangères.
quelle est la banque congolaise que l'on retrouve dans un pays donné? Vous allez à Matongé aujourd'hui, vous allez à... J'entre dans une maison où tous les meubles viennent de l'étranger. Tous les meubles viennent de l'étranger. Donc, il faudrait créer un peuple marchand. Oui. L'avantage avec la culture, c'est qu'on peut la coiffer, on peut la réorienter, on peut la combattre, on peut faire son apologie pour la vulgariser davantage. La culture de l'entrepreneuriat. Il n'est pas normal que le Congolais soit connu que pour l'habit, pour la prière, pour la danse, et pourtant, nous avons ce dont le monde peut nous connaître. Il faudrait créer ces millionnaires comme le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État a parlé d'un changement de la main. Au fait, je pense que ce que nous avons écrit, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir énoncé. Beaucoup d'autres compatriotes, de manière peut-être plus élaborée que nous, l'avons fait. Mais nous nous sommes quand même donné la peine de partir de la lumière de la parole de Dieu pour dire c'est assez. On peut ne plus prier dans les stades, mais si on applique ce qu'il y a ici, on aura les résultats qu'on n'a pas eu malgré toutes les prières qu'on a fait dans les stades. D'accord, pasteur, on vous laisse d'abord faire ce que vous allez faire là parce que cette émission est presque arrivée à la fin. Nous devrions en principe l'arrêter, mais énormément de questions. Laissez-moi, pasteur, vous le poser. L'Église aujourd'hui, la prolifération des églises aujourd'hui. Dites un mot sur la marche de l'Église aujourd'hui. Beaucoup d'églises, il y en avait moins il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais il n'y avait pas de vol. Oui. Tout était bien. Mais il y a beaucoup plus d'églises, mais les mots rongent la société, les antivaleurs. Comment ça s'explique, pasteur? Très bien, les mots rongent la société parce que nous sommes dans une société en faillite. Il n'y a aucun secteur qui n'est pas. L'église, l'école, l'université, les médias, il faut les reconnaître. Ce n'est pas pour exonérer ou exempter l'église parce que à un moment donné, je ne suis pas fier moi-même. Je ne suis pas fier. En tant que pasteur. En tant que pasteur. Pourquoi? De par l'éducation que j'ai reçue, oui. De par ce que je conçois, je comprends de l'Église, que l'on nous traite des responsables de ces choses que nous commettons, des propos que nous tenons. Je pense que nous devons, nous aussi en tant qu'Église, en tant qu'hommes d'Église, prendre un peu de la hauteur, revoir notre discours. Mais le moment est là, pasteur. Le moment est là, nous le faisons dans la mesure du possible, mais il faudrait aussi dire que malheureusement, nous sommes dans un pays, quand on juge les pasteurs, on juge plus les pasteurs en vue, qui sont en vogue. Les pasteurs sont des milliers. Les pasteurs congolais ne sont pas que ceux qui passent à la télé, ne sont pas que ceux que vous recevez sur votre plateau. Il y a aussi ce pasteur qui travaille peut-être... Mais Dieu se cache dans la simplicité. Évidemment, Dieu se cache dans la simplicité parce que la simplicité en soi est une grandeur. Oui. Hein? Nous, on pense que Dieu est dans les grandes églises, mais malheureusement, Dieu se cache. Oui. Et c'est là où moi, je fais aussi un procès contre notre société. Vous savez, pour une société comme la nôtre, aussi religieuse, l'État devait penser l'Église. Parce que le pasteur est celui qui parle le plus aux Congolais que le chef de l'État. Le chef de l'État s'adresse aux Congolais rien que lors de son discours sur l'état de la nation au Congrès. Oui. Les pasteurs, il y a des pasteurs qui parlent chaque dimanche au moins à 10 000 Congolais. C'est-à-dire, ils décident de ce que sera ces Congolais par ses prêches. Les nations sérieuses l'ont fait. Donc, si je comprends bien, la société congolaise est le reflet de ce que sont les églises. Non, c'est l'église qui est le reflet de ce que la société est. Ah bon? Oui. Oh. C'est l'église qui est malheureusement... C'est l'inverse. C'est l'inverse. Malheureusement, ça ne devait pas être parce que ce n'est pas la société d'influencer l'église, oui, mais c'est l'église d'influence. Nous sommes plus congolais, je suis plus congolais que pasteur. Si j'étais d'abord pasteur, ça aurait été mieux. Mais ma congolité nuit à ma posture de pasteur. Oui. Je suis plus congolais que professeur d'université, qu'intellectuel. Oui. Donc, les congolais... Sali. Non, je ne dirais pas sali. Mais nuit quand même, limite. Oui. Ok, l'engrenage devient un peu lourd. Il y a absence de fluidité. À cause de cette identité congolaise. Congolaise. Identité qu'on doit à tout prix repenser. Oui. Voyez-vous, à tout prix repenser. C'est quoi un Congolais? C'est qui un Congolais? Qui sommes-nous à nos propres yeux? Est-ce que nous savons comment est-ce que les autres nous voient? C'est ça. Donc, l'Église a un grand rôle à jouer, mais pour cela, l'Église devait mettre de l'ordre dans sa propre maison, en évitant d'amener sur la place publique les débats qui normalement devaient être résolus, les questions qui devaient être résolues en interne, parce que, écoutez-moi, lorsqu'on est homme d'Église, on est homme d'État.
Lorsqu'on est homme d'église, on est une référence. On est une référence morale et spirituelle. On est un modèle. On est un modèle. On est le père même. Vous savez que même un pasteur peut être le père du président de la République, qui est lui le père de la nation. C'est ça. Donc pour dire que cette vocation n'est pas à prendre à la légère. Mais que voulez-vous? L'État devrait aussi, à un moment donné, mettre un peu de l'ordre. Malheureusement, je suis dans le regret de dire que ce désordre est aussi voulu quelque part par l'État parce que ça l'arrange. On a fini cette émission. En tout cas, ce livre, il est d'une profondeur inouïe. Bâtisseur de nations, émergence d'un leadership collectif. Ce livre écrit par le pasteur Silas Mimile Makangou, qui est devant moi, homme d'affaires, conférencier, écrivain et président de la Pastoral Leadership Conference. Ah, vous continuez toujours à étudier, vous continuez toujours à apprendre, pasteur, décidément. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper des problèmes des gens à l'église? Parce que, à la fois homme d'affaires, à la fois vous tenez des conférences. Comment vous arrivez à gérer ça? Mais ne vous en faites pas, la fonction la plus qui me préoccupe le plus, c'est la fonction en tant que père de famille. Oui. Là où je suis irremplaçable. Oui, là vous êtes. Voilà. Vous avez le temps aussi pour ça. Oui. En famille, l'éducation, oui. Suivre les devoirs des enfants, suivre comment ça se passe. On le suit, c'est pas facile sinon. C'est pas facile. Dieu merci qu'il nous a donné une très bonne femme qui sait comment nous épauler dans ce domaine-là. Elle a été dédicacée dans le livre aussi, évidemment. Hein? Elle était citée. Donc, je peux me permettre. Bien sûr. Faire les Congolais, l'Ibanga. Donc voilà, je la salue de là où elle me suit, ma chère épouse, maman Nathalie. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Pasteur, nous avons fini énormément de questions, mais je crois que dans les prochaines émissions, vous viendrez sur ce plateau ou parler également d'autres questions. Je vous en prie. Et, notre émission Floride prend fin. Nous avons reçu le pasteur, je l'ai présenté, nous avons débattu de ce livre. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.